avoir mon diplôme avec un résultat extrêmement bon, mais vous n'avez pas fait quelque chose de grand encore. Le plus important reste à faire après. Est-ce que tu vois? Genre, aller à l'école aujourd'hui, avoir de très bonnes notes, c'est à la portée de n'importe qui en fait. Tout le monde peut le faire. Mais à part ça, qu'est-ce que vous savez faire? À part ça, qu'est-ce que vous savez faire? C'est ça la question. C'est ça la question la plus importante. Aujourd'hui, même si vous avez le diplôme, même si vous êtes major de promotion, comme je viens de l'expliquer, allez-y sur le marché de l'emploi. Comment est-ce que vous arrivez à vous vendre, à vous défendre pour les recruteurs? Comment est-ce que vous arrivez à vous vendre Parce que vous savez qu'il y a de la concurrence sur le marché. Vous n'êtes pas le seul. Chaque jour, il y a des milliers et des milliers, pour ne pas dire des millions de gens qui entrent sur le marché de l'emploi dans les mêmes secteurs de formation que vous, qui aspirent aux mêmes emplois, alors que vous savez que ces emplois-là même sont limités. Donc, aller à l'école, réussir, avoir de bonnes notes, aussi simple que ça. C'est le travail. C'est le travail. Maintenant, aller à l'école va vous empêcher de faire quelque chose d'autre. Là, je ne pense pas que vous êtes fait pour ce monde. Hein. Donc, avoir un concurrent, si je peux comprendre, c'est avoir un référentiel. Votre concurrent sera votre référentiel dans la vie. Il va vous indiquer où est-ce que vous voulez aller, où est-ce que vous devez aller, où est-ce que vous êtes. Si vous n'avez pas de concurrent, mais comme mon moteur le disait, le premier des derniers n'est pas premier. Si vous êtes premier parmi les médiocres, vous n'êtes pas premier. Hein? Il faut vous le dire, parce que vous êtes premier des derniers. Parmi les derniers, vous êtes premier. Donc, ce n'est pas un exploit. Mais si vous êtes premier parmi les premiers, ou en tout cas, vous arrivez à vous démarquer parmi les meilleurs, alors là, vous savez que franchement, vous faites quelque chose. Donc, pour revenir à ta question, et quand vous avez un concurrent... bonsoir à tous, bienvenue dans cette deuxième partie de notre émission. Parle-moi de ton parcours scolaire et de tes expériences professionnelles pour inspirer d'autres jeunes. Pour ceux qui viennent de prendre le train en marche, je le rappelle, nous avons notre invité du jour, en couleur, le diplomate Mohamed Gado du Niger. Je le rappelle, il fait l'économie il fait l'économie en Turquie, vous allez dire, au compte de la bourse d'excellence de IATB. Bienvenue, monsieur Gado. Vous êtes prêt? Merci. Ouais. Ok. La première question de cette deuxième partie de notre émission est un peu basée sur le choix. Je m'en vais d'abord à vous demander, lorsque vous avez obtenu le brevet, lorsque vous avez obtenu le bac, qui avait choisi la filière dont vous allez étudier? L'option au lycée et la filière à l'université. C'était vous? Ou bien les parents se sont dit, je veux que mon enfant soit ingénieur, je veux que mon enfant soit médecin. Qui vous a influencé? Ou bien c'est par votre propre gré? Merci pour cette question. Et franchement, j'espère que à travers votre plateforme, beaucoup de jeunes seront notamment inspirés et que cela pourrait, dès maintenant, reproduire les mêmes erreurs que nous avions fait et que on n'a pas pu profiter. Et puis voilà. Et franchement, j'ai eu vraiment beaucoup de difficultés avec le choix de ma formation parce que j'avais eu mon bac, j'étais là, mon bac D, voilà, j'étais avec de bons résultats. Et puis, paf, chez moi, on me dit que non, dans la famille, nous sommes dans une très grande famille, on n'a pas de médecin, il faut que forcément tu fasses la médecine. Et donc, moi, j'étais vraiment hypnotisé parce que j'avais vraiment de l'esprit sur l'aviation et je savais que certes, les conditions n'étaient pas tout à fait réunies, à moins que je ne gagne un concours comme ça qui fait une formation avec l'aviation. Donc, je ne me suis pas préparé en fait, parce que moi, l'objectif à l'époque, j'avais pas eu de cadre, j'avais pas eu de mentor, j'avais eu personne qui m'a dit, il faut faire ça, il faut faire ci, pour que là, après, dès que tu as ton bac déjà, voici la formation que tu dois faire, voici les domaines dans lesquels tu es fort, voici tes centres d'intérêt, et voilà ce que tu dois faire en fonction de tes centres d'intérêt. Et j'ai pensé que
normalement avoir le bac, puis après, tous les problèmes seront résolus. Lorsque j'ai eu le bac, comme je viens de le dire, on m'a dit d'aller faire la médecine. Moi, forcément, je ne voulais même pas faire la médecine parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas trop tout ce qui a rapport avec le domaine de la santé parce que, disons, c'est une sorte de, je ne sais pas comment l'expliquer, mais en tout cas, vraiment, avec le monde de la santé, je ne me sentais pas vraiment dans mon monde parce que je ne pensais pas pouvoir apporter ma voix et ma part de contribution à l'édifice que je voulais faire, en tout cas. Et entre-temps, et on m'a envoyé faire une formation au Burkina dans le domaine qui cadre avec la santé. C'était pas spécifiquement la médecine, c'était l'assurance qualité, c'est la biologie. Je ne me sentais pas du tout à l'aise. Et il y avait eu des congés de une semaine de Noël. J'ai dit aux parents que moi je reviens pour, il y a un concours là, je veux passer ça au pays. Donc je suis revenu pour passer le concours, mais je n'ai même pas passé le concours en fait. Et j'ai refusé catégoriquement de venir, de retourner. J'ai dit que moi, je ne peux pas retourner parce que je n'aime pas la filière. Je n'aime pas la filière, je ne veux pas faire la filière. Donc, entre-temps, les parents aussi étaient énervés, ils étaient fâchés parce qu'ils voyaient que leur effort allait en vain. J'ai décidé d'aller m'inscrire à l'université publique parce que j'avais des sources, j'avais tout était, on était en janvier même déjà. Donc, comme l'université publique, les inscriptions vont en retard, je sais pas faire l'économie en attendant. Mais même entre-temps, les parents insistaient sur le fait que je devais changer de filière et tout ça. Je me suis inscrit en économie. Et là, en économie, euh, j'ai vraiment trouvé mon monde en fait. J'ai vraiment trouvé mon monde parce que j'ai vu que vraiment c'était quelque chose qui a rapport avec ce que je voudrais faire parce que j'ai vu qu'il y a des décisions qui sont prises à travers le monde justement de l'économie, de la finance, du pouvoir public ou tout ce qui a avec le pouvoir public. Je me suis dit que là c'est mon monde. Mais Dieu faisant bien les choses, parce que vous savez, l'université publique chez nous en Afrique, au Niger, les conditions étaient extrêmement difficiles avec le climat, avec le cadre. Et il y avait aussi quelques retards académiques. Donc moi, j'ai décidé de postuler pour la bourse d'excellence de Turquie. Et voilà, j'ai gagné l'économie et je continue mes formations en économie. Mais Ok. c'était vraiment, si on Ok, prend un certain nous nombre allons de... venir là-dessus. OK? Nous allons revenir là-dessus sur ce côté difficile dont vous faisiez état là. Mais vous avez soulevé d'abord dans votre allocution un point qui m'a beaucoup attiré l'attention. Vous avez dit que vous n'avez pas eu de mentor, vous n'avez pas eu quelqu'un qui me guidait vraiment pour dire que ce que je devrais faire. Vous n'avez pas eu un guide en quelque sorte. Est-ce que vous recommandez ça aujourd'hui dans le lycée? Franchement, je comme ça. Hein. En fait, rien n'est le fruit du hasard aujourd'hui. Rien n'est le fruit du hasard. Tout est préparé. Aujourd'hui, je te dis que pour les bourses Sangara, il y a des gens qui préparent des bourses 3 ans avant. 3 ans avant. Imagine. 3 ans avant, il y a des parents qui partent se renseigner sur les critères de sélection pour leur enfant pour des bourses 3 ans avant. Et ils commencent à faire les démarches 3 ans avant pour savoir quels sont les critères, les moyens qu'il faut, les recommandations qu'il faut, les documents qu'il faut, tout ce qu'il y a, tout ce qui est nécessaire qui va améliorer la candidature de leur enfant. Donc, tu vois qu'il y a du sérieux. Moi, je viens d'une famille où c'était vraiment le commerce, l'entrepreneuriat, les gens se débrouillaient entre eux. J'avais pas vraiment une figure de réussite dans le monde où je voulais évoluer dans mon entourage. Et ça a vraiment causé des problèmes et à cette époque. Aujourd'hui, alhamdulillah, j'ai quelqu'un aujourd'hui qui me surveille, qui me contrôle. Malgré que je suis à l'université, il y a quelqu'un parce qu'on ne finit pas d'être mentoré en fait. C'est toujours nécessaire. Quand tu veux évoluer dans un monde, quand tu veux évoluer dans un domaine, il faut forcément côtoyer les gens qui ont passé par ces chemins-là. Pourquoi ils sont passés par ces chemins? Comment ils ont fait pour être là-bas? C'est très important. Rien n'est le fruit du hasard. Et voilà quoi. Mais c'est pas sorcier aussi. Il faut se faire aider. Il faut se préparer à l'avance. Ok, vous êtes un exemple palpable de cette dépression liée au choix des filières, des domaines d'études. J'aimerais vous demander quelles sont les conséquences lorsqu'un parent choisit le domaine à la place de l'enfant. Quelles sont les conséquences psychologiques ou bien même
quels sont les impacts, non seulement sur le plan psychologique, mais aussi sur le cursus scolaire En tout cas, universitaire pour, du pour les conservé. cas que, pour les cas que j'ai vus et où ça a mal tourné, parce qu'il y a certains cas, ça a vraiment mal tourné, ça a dérapé. Et beaucoup ont arrêté les études, ils ne savent même plus où ils se trouvent aujourd'hui. Ils ne sont ni à l'école, ils ne sont rien devenus dans la vie. Ce n'est pas une faiblesse en soi, mais c'était des gens qui étaient souvent extrêmement brillants, mais qui sont devenus aujourd'hui des, des- comment on appelle ça, des sans-abri en termes de, comment on appelle ça, de profession. Parce que, imagine quelqu'un à qui on a choisi une filière. Moi, j'ai un ami à qui on avait choisi une filière, la médecine aussi. Il est parti à l'université, il a forcé 2 ans, 2 ans, 3 ans, ça ne donnait pas parce que les conditions étaient non seulement difficiles, il n'avait pas la motivation, donc il ne voulait pas forcer. Et puis après, il a fini par arrêter. Et aujourd'hui, il est là, il ne fait rien. Donc, vous voyez, ce n'est pas une finalité, certes, et il y a encore la vie devant lui, mais je pense qu'il a perdu quand même assez de temps. Donc, je pense qu'il faut vraiment s'entendre. Il faut vraiment s'entendre entre les parents et aussi les enfants. Aujourd'hui, j'entends beaucoup en Afrique qu'on dit que si tu fais la médecine, et c'est ta, comment on appelle ça, et ta porte de sortie. C'est pas forcément vrai. Moi, je connais combien de médecins doctorants aujourd'hui qui ont un bac plus 8, 9 ans même, dans des universités publiques, qui ont un diplôme d'État aujourd'hui, qui n'arrivent même pas à trouver. Tu t'imagines un petit boulot de 2 heures. Un petit boulot de 2 heures dans la semaine. Imagine 2 heures. C'est vraiment, c'est vraiment, je dirais, je n'ai pas les mots pour expliquer ça en fait. J'ai vraiment pas les mots pour expliquer ça. Donc il faut que les parents, avec les élèves aussi doivent savoir ce qu'ils veulent. Ils doivent savoir très tôt comment manifester leurs ambitions et leurs passions. Ainsi, les parents pourront les aider à accomplir leur rêve. Ok, particulièrement, je vais revenir ici. Quel conseil donnez-vous à ces parents aujourd'hui qui obligent les enfants à faire une filière qu'ils n'aiment pas? Quel conseil avez-vous pour ces parents? Je pense que pour les parents, je dirais qu'il faut privilégier la communication parce que je peux que souvent, il y a aussi certains cas où le choix des parents a été bien, a été un bon choix et ça a donné ses fruits. Et je pense qu'il faut privilégier la communication parce que vous savez, il y a un adage qui dit que ce que le vieux voit assis, l'enfant ne saurait le voir même étant debout. Donc, parfois, les parents se basant sur leur expérience personnelle ou en tout cas sur des expériences pratiques, ils font des choix à leur enfant parce qu'ils savent que voilà, ça c'est un domaine qui est assez rentable, il faut investir. Mais pour cela, il faut donner des exemples palpables. Il faut privilégier la communication. Ah, tu vois, mon fils, voilà, voici tel facteur, voilà les statistiques, voilà les données. Même s'il faut aller faire des recherches et lui donner, comment on appelle ça, une orientation pour qu'il voit de lui-même voilà le secteur qui est promoteur d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, à ce que tu puisses être opérationnel pour le marché de l'emploi. Donc, voilà les secteurs dans lesquels tu vas t'investir parce que ce sont les secteurs qui sont promoteurs. Le secteur dont tu veux faire, n'a aucun problème avec, mais si tu veux réussir ta vie, si tu veux en tout cas avoir le train de vie que tu veux ou atteindre les objectifs que tu veux, voilà le secteur dans lequel il faut t'investir. À moins que tu as vraiment d'autres choses à nous proposer par rapport à ta formation, parce que souvent aussi, il faut que les parents, avant de leur faire un choix, il faut leur demander leur avis. Et de cela, leur dire, ah, tu dis que tu veux faire ça, mais est-ce que tu sais comment est-ce que les gens qui font ça finissent? Est-ce que tu vois? Donc, c'est des trucs comme ça. Voilà. Ok, euh, merci beaucoup pour vos éléments de réponse. Je pense que ça va servir parce que c'est un cas courant aujourd'hui. C'est pas seulement en Guinée, c'est pas seulement au Niger, ce n'est pas seulement en Afrique, c'est partout dans le monde. On a tendance à choisir l'avenir de son enfant à travers la réussite des autres, alors que chacun a ses domaines de compétences. Et voilà, je pense que, comme vous l'avez dit, hein, ce n'est pas une bonne chose, il faut privilégier le dialogue. Alors, on entend souvent un pied à l'école, un pied dans le business. Que répondez-vous à cette affirmation? S'il vous plaît, vous pouvez répéter? Je dis,
On entend souvent un pied à l'école, un autre pied dans le business. Que répondez-vous à cette affirmation? Êtes-vous favorable? Euh, un pied à l'école, un pied dans le business, je pense que c'est une nouvelle dynamique. En fait, c'est une nouvelle civilisation, si on peut le dire même, qui est en train de naître, surtout dans notre espace aujourd'hui, compte tenu aujourd'hui de ce qu'on est en train de voir. Et il y a beaucoup de jeunes diplômés qui sortent, qui rentrent sur le marché de l'emploi, qui n'arrivent pas à trouver un premier boulot. Il y a certains, même les stages, c'est impossible, même, on dirait. Et donc, il faut privilégier l'entrepreneuriat et essayer d'être son propre patron, comme on le dit souvent. Mais moi, je n'ai pas de problème avec cela. Mais toujours est-il que il faut savoir se donner les moyens de ses ambitions. Si vous voulez faire de l'entrepreneuriat, pourquoi voulez-vous faire de l'entrepreneuriat? Parce que il n'y a pas de travail. Qui vous a dit qu'il n'y a pas de travail? C'est ça la question. Vous avez cherché de l'emploi, vous n'avez pas eu de l'emploi, vous dites qu'il n'y a pas de travail. Pourtant, il y a des gens qui travaillent dans ce domaine. On dit que le monde les domaines sont saturés. Pourtant, aujourd'hui, toutes les statistiques nous montrent qu'il y a une évolution constante. Comment, en termes de production, chaque jour, il y a des nouveaux domaines, des nouveaux secteurs qui naissent, il y a des nouveaux trucs qui naissent, le nombre d'emplois créés en train d'augmenter. Donc, ce n'est pas vrai. Toujours dit-il que l'entrepreneuriat est toujours bon pour l'économie, ça permet, parce que c'est le secteur privé qui est favorisé, qui est même qui résulte de l'entrepreneuriat. Mais on ne parle pas de l'entrepreneuriat, je dis que étudier et avoir un boulot est impossible. Je ne pense pas que ce soit une affirmation vraie, à moi, à mon avis. Mais vous savez, chacun a son business plan. Chacun sait ce qu'il veut faire de sa vie. Peut-être quelqu'un, lui, il veut être riche. Il veut prendre sa retraite à 30 ans. Il se dit que si je pars travailler pour une entreprise, je n'aurai jamais la possibilité de pouvoir gagner ma vie suffisamment qui va me permettre de prendre ma retraite à 30 ans. Donc, il faudra que j'entreprenne des trucs comme ça. Mais si vous êtes dans le monde de l'éducation, vous étudiez, vous apprenez, mais il faut faire ça extrêmement bien. Continuez à vous former et ne vous limitez pas justement à ces cours magistraux qu'on vous donne à l'école et toutes les formations qui sont là. Si c'est de l'art oratoire, si c'est tout ce qu'il faut qui va justement améliorer vos connaissances, vos compétences, votre CV, cela est une bonne chose. Parce que cela, non seulement plus vous vous formez, plus vous avez accès à certaines informations que vous ne pourriez avoir si vous êtes dans un autre, comment on appelle ça, si vous ne vous formez pas. Parce que c'est lors des formations, vous attendez parler encore d'autres formations, d'autres opportunités, d'autres trucs. Mais quand vous voulez vraiment étudier et réussir votre vie, je pense que vous pouvez le faire. Mais il faut le faire bien. Parce qu'il y a certains qui partent à l'école, il y a certains qui ont leur diplôme, mais qui ne sont pas compétents. Parce qu'ils n'ont pas appris. Ils ont étudié, mais ils n'ont pas appris. Est-ce que tu vois? Il y a beaucoup de gens qui partent à l'école, mais qui n'apprennent pas. Ils ont un diplôme, mais ils n'ont pas les compétences. Le diplôme n'est pas professionnel. Le diplôme n'est plus professionnel. Pas dans nos filières, les sciences sociales, comme les sciences sociales. Aujourd'hui, quelqu'un qui fait, par exemple, l'économie, mais avec une licence en économie, mon frère, vous n'avez pas d'expérience professionnelle. Mais qu'est-ce que vous voulez faire alors? On ne va pas vous donner une banque à gérer demain. Donc, on peut dire un diplôme sans expérience professionnelle, c'est? Mais c'est juste du papier. Ok. Un Ok. c'est du papier. Oui ou non, monsieur Gado, est pour cette affirmation? Un pied dans le business, un pied à l'école. Si on vous pose cette question par oui ou non? Oui. 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 Ok. Oui. Donc, c'est bien compris, hein? Mais nous, on a connu, moi, personnellement, j'ai connu des gens qui, à un moment donné, avaient un pied à l'école et un pied dans le business. Finalement, ils avaient tous leurs deux pieds dans le business, quoi. Comprenez ce que je veux dire? Cela veut dire qu'ils ont, à un moment donné, abandonné les études au profit de l'argent. Donc, quelle est votre lecture là-dessus? Mais Pour il faut citer le ta business. défaite. Il faut le business, non? Ça marche, non? Leurs objectifs sont Oui. atteints.
Mais c'est tout. L'économie. Mais c'est quand vous faites quelque chose que vous n'êtes pas convaincu de ce que vous faites, ça c'est un problème. Parce que la première des choses en soi, c'est d'être convaincu de ce que l'on fait. Quand on croit à ce que l'on fait, quand on croit réellement à ce que l'on fait, on ne peut pas avoir justement tous ces obstacles et ne pas être en mesure de pouvoir les affronter. Parce qu'il faut se dire la vérité. Quel que soit ce que vous entreprenez, quel que soit ce que vous faites, vous allez toujours trouver des difficultés, toujours des choses qui vont vous cacher le moral, qui vont vous dire je dois abandonner. Mais si vous osez abandonner, alors là, vous n'êtes pas prêt pour ce monde. Vous n'êtes plus prêt pour ce monde. Donc, mais comment dirais-je, parce que, comme je l'ai tantôt dit, ne pensez-vous pas que vous ne pouvez pas avoir le même niveau quand vous vous focalisez seulement sur les études et lorsque vous avez un pied à l'école, un pied à l'école, dans le business? Est-ce que vous pouvez avoir le même niveau? Disons que M. Gado se focalise seulement sur les études et demain, il a un pied à l'école et un pied dans le business. Est-ce qu'il va maintenir le cap? Bon, moi, j'ai une certaine philosophie sur cette question par rapport à la performance que vous dites dans le monde de l'école. Moi, je suis de ceux-là qui pensent qu'aujourd'hui, aller à l'école, avoir le qui est à la portée de tout le monde. Tout le monde peut le faire. En fait, aller à l'école, être major de sa promotion, ce n'est pas du tout quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. C'est quelque chose de normal. Quand vous allez à l'école, dites-vous que avoir mon diplôme avec un résultat extrêmement bon, mais vous n'avez pas fait quelque chose de grand encore. Le plus important reste à faire après. Est-ce que tu vois? Genre, aller à l'école aujourd'hui, avoir de très bonnes notes, c'est à la portée de n'importe qui en fait. Tout le monde peut le faire. Mais à part ça, qu'est-ce que vous savez faire? À part ça, qu'est-ce que vous savez faire? C'est ça la question. C'est ça la question la plus importante. Aujourd'hui, même si vous avez le diplôme, même si vous êtes major de promotion, comme je viens de l'expliquer, allez-y sur le marché de l'emploi. Comment est-ce que vous arrivez à vous vendre, à vous défendre pour les recruteurs? Comment est-ce que vous arrivez à vous vendre? Parce que vous savez qu'il y a de la concurrence sur le marché. Vous n'êtes pas le seul. Chaque jour, il y a des milliers et des milliers, pour ne pas dire des millions de gens qui entrent sur le marché de l'emploi dans les mêmes secteurs de formation que vous, qui aspirent aux mêmes emplois, alors que vous savez que ces emplois-là même sont limités. Donc, aller à l'école, réussir, avoir de bonnes notes, aussi simple que ça. C'est le travail. C'est le travail. Maintenant, aller à l'école va vous empêcher de faire quelque chose d'autre. Là, je ne pense pas que vous êtes fait pour ce monde. Hein. Donc, si je peux comprendre, si je comprends bien, être major de sa promotion, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important est ce que vous pouvez faire après les études sur le marché d'emploi. Donc, ce qui veut dire qu'il faut avoir des expériences professionnelles. Je dis que cela ne révèle plus de l'exceptionnel. Quand vous êtes major de votre promotion, c'est bien, c'est très bien. C'est même ce qu'il faut. Mais cela ne vous garantit pas autre chose après. Oui, donc ça revient à ça. Le plus important, c'est ce que vous pouvez apporter sur le marché d'emploi. Oui, est-ce que vous arrivez à vous défendre? Malgré que vous êtes major de promotion, arrivez-vous à vous défendre? Arrivez-vous à prouver aux recruteurs et aux employeurs que vous avez vraiment ce que vous écrivez sur votre CV, sur votre parcours? Avez-vous ces compétences-là? Est-ce que vous voyez? Donc, ce n'est pas quelque chose de... Ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Je te donne un exemple, une anecdote. Hier, je causais avec un ami nigérien qui est venu dans ma ville et il était diplômé, il a eu sa licence l'année passée, et étudiant boursier aussi. Il est major de sa promotion. Et imagine, il est venu, il a fait 5 ans ici. Et première année, il a étudié la langue turque. Et en 9 mois comme ça, maximum, il a étudié la langue turque.
Il est rentré dans la faculté. En 4 ans, il a fini major de promotion parmi les étudiants turcs. Il a fini sa licence. Il n'est pas le seul. Nous avons, parce que je parlais avec lui hier, il me disait que, parce que le bureau des étudiants ici, nigériens ici, et lorsqu'il a envoyé la liste de... Parce que chaque fois qu'un étudiant fait sa cérémonie de graduation, on envoie pour le féliciter dans le groupe pour montrer aux autres ses prouesses. Donc, on avait fait le constat que tous les étudiants nigériens qui étaient diplômés de la Turquie, l'année dernière, étaient tous soit majors de promotion, soit parmi les 3 premiers de leur promotion. De leur faculté même, pas de leur filière, de leur faculté. Tous les étudiants nigériens. La question qu'on s'est posée, il y a beaucoup qui se disent que, OK, aujourd'hui j'ai mon document, mais je fais quoi? Il y en a beaucoup qui continuent le master parce qu'ils n'ont pas d'autres opportunités, parce qu'ils se disent qu'on va continuer avec le master en attendant de voir les opportunités qui vont s'ouvrir à nous. Vous voyez que cela ne révèle rien d'exceptionnel. Ok, avant de continuer, bien sûr, sur le fin de cycle, on va revenir en arrière dans votre cadre. Est-ce que M. Gado avait des concurrences au lycée? Oui ou non? Des Bien sûr. concurrents, Bien ok. sûr. Donc, je m'en vais à vous poser cette question. C'est quoi avoir un concurrent et quelle influence ça peut avoir sur votre parcours scolaire? Je pense que vraiment avoir un concurrent, c'est avoir un référentiel. C'est avoir un référentiel. Votre concurrent sera votre référentiel dans la vie. Il va vous indiquer où est-ce que vous voulez aller, où est-ce que vous devez aller, où est-ce que vous êtes. Si vous n'avez pas de concurrent, mais comme mon moteur le disait, le premier des derniers n'est pas premier. Si vous êtes premier parmi les médiocres, vous n'êtes pas premier. Hein? Il faut vous le dire. Parce que vous êtes premier des derniers. Parmi les derniers, vous êtes premier. Donc, ce n'est pas un exploit. Mais si vous êtes premier parmi les premiers, ou en tout cas, vous arrivez à vous démarquer parmi les meilleurs, alors là, vous savez que franchement, vous faites quelque chose. Donc, pour revenir à ta question, et quand vous avez un concurrent, et vous savez déjà de quoi vous êtes capable, de quoi vous êtes capable, qu'est-ce que vous connaissez, qu'est-ce que vous ne connaissez pas, et comment les améliorer. Forcément, vous avez besoin de concurrence. Aujourd'hui, même si on prend les meilleurs lycées, les meilleures universités aujourd'hui, c'est parce qu'il y a de la concurrence. Quand il y a de la concurrence, les gens donnent plus que tout ce qu'ils ont en termes d'énergie, tout ce qu'ils ont en termes d'intelligence pour pouvoir produire de meilleurs résultats. Mais quand vous êtes dans un environnement sombre, triste, où il n'y a pas de la concurrence, chacun essaie de faire pour valider. Mais mon frère, ça ne va pas vous pousser à dépasser vos limites. Donc, on a forcément, même l'économie, moi je fais l'économie. En économie, nous on dit que la concurrence, elle est toujours bonne pour l'économie. S'il n'y a pas de concurrence, mais il n'y aura pas, on ne peut pas, c'est un indicateur de mesure pour voir comment est-ce qu'il y a la performance, à quel point on évolue. Est-ce que tu vois? Haïssez-vous vos concurrents parce que nous connaissons à un moment donné, certains sont tellement jaloux qu'ils arrivent à développer une certaine, s'il faut le dire, ils arrivent à haïr leurs concurrents. Est-ce que c'était le cas pour vous? Donc, c'est vraiment un autre contexte. Hein? Et avoir à haïr la personne là. Moi, je me rappelle même, il y avait une fille là, franchement, elle nous a tellement dépassé, elle nous a tellement montré nos limites. La fille, là, je crois que je suis tombé même fan de lui, quoi. Je sais pas si la fille j'aime ou bien c'est mon intelligence j'aime, quoi. C'est que sûr, je suis tombé. Parce que tellement elle nous a montré nos limites. En fait, c'est une fille qui, il n'y a pas un domaine, lorsqu'on était, comment on appelle ça, elle était dans notre promotion, il n'y a pas un seul domaine où elle ne rappelait pas. Quand tu prends son document, son bulletin, elle est première en toutes les matières. Tout, absolument tout. Même éducation physique et sportive. Je crois qu'il y a une ou deux matières où je me suis distingué d'elle. Et ça même, c'est parce que, voilà, je ne sais pas, moi-même, c'est vraiment
Mon monde, c'est ces matières-là. Mais moi, je me demande, voilà le bulletin de quelqu'un qui doit être premier, de quelqu'un qui doit représenter notre établissement. Elle a raflé tout. Il n'y a pas un seul domaine dans lequel elle n'a pas raflé. Mais tu vois, quand on était, parce qu'on était dans comment on appelle ça, classe d'examen, dans une classe d'examen, on a formé un groupe de travail avec elle. J'étais parmi l'un de ses concurrents parce que j'étais après elle, je venais après elle. L'autre personne aussi qui venait, dans les 3 premiers de notre salle, on avait un groupe de travail ensemble. Il n'y avait pas de haine, on était des concurrents, on se challengeait, mais on se partageait les informations pour que chacun sache qu'est-ce que l'autre sait que je ne sais pas, qu'est-ce que l'autre a que je n'ai pas. Parfois, je me rappelle, une fois, on avait amené un sujet, parce qu'on rassemblait les anciens sujets pour les traiter. Parce que quand on ne venait pas faire la révision de ce que les autres ont fait. On vient traiter les sujets que chacun sait qu'individuellement, il aura des difficultés à le traiter. Ou quand tu as un sujet que tu as commencé à traiter, que tu n'arrives pas à traiter, tu envoies ça, tu sais que forcément, ça va être un sujet intéressant. Mais tout ce qui est facile, on ne traitait plus. Tu vas aller traiter ça de toi-même parce que nous, si tu es là, si tu as le mérite de pouvoir être, c'est que tu as quelque chose. Est-ce que tu vois? Il n'y avait aucune haine entre nous. On était concurrents, mais c'est ça qui relevait le caractère de performance. Parce que malgré qu'elle soit première, il y a des questions où elle avait forcément besoin de nous aussi notre intervention. Et cela nous permettait de combler nos trous. On dit l'association des zones d'ombre forme une frange de lumière en physique, non? Donc, si je comprends bien, M. Gado, c'est mieux d'approcher ses concurrents que de les haïr, si je comprends bien. Mais il y a quoi de bon dans la colère et la haine? Il n'y a rien de bon dans la haine et la colère. Ça n'apporte que comment on appelle ça? De la négation, on est tout le temps malheureux. Et puis, parfois même, c'est qu'on ne peut pas l'oublier à force de vouloir aider les gens. La concurrence, c'est le référentiel de tout bon élève, si je comprends bien. C'est par ces mots que nous allons clôturer cette deuxième partie de notre émission. À très bientôt.